Bonsoir à tous et bienvenue dans l'Apéro Foot, épisode 2, le podcast foot présenté par le monde amateur. À écouter avec une petite bière à la main. Ce soir avec nous, Tiex. Salut les mecs. God. Salut God. Et Ben. Salut tout le monde. Alors ce soir, programme spécial, parce qu'on va directement squeezer la partie foot amateur. On va se pencher exclusivement sur la partie foot pro. Alors foot pro, c'est parti. Allez, foot pro, c'est parti. On va commencer par l'actualité de notre championnat préféré, fétiche, celui qu'on regarde tout le week-end, du vendredi au dimanche. On parle bien entendu de la Ligue 1. On n'en a pas encore parlé, les gars. Alors, on est quasiment à mi-saison, un peu plus. Donc, on va faire un petit bilan de ce qui se passe depuis septembre. On va refaire le système de ce qu'on avait fait sur la première émission avec le top-flop. Donc, en gros, pour vous, les tops, ça peut concerner une équipe, ça peut être un coach, ça peut être un joueur. Pour vous, un fait marquant de manière positive sur la première partie de saison en Ligue 1, les gars, ce serait quoi ? Sur la partie positive, après on est un peu chauvin, mais les clubs du Nord, je pense qu'ils se démerdent vraiment bien dans ce début de saison. Notamment Lille, moi j'ai regardé quelques matchs, je trouve que ça joue quand même vraiment bien. C'est porté vers l'avant, c'est une attaque rapide. Honnêtement, je pense que s'ils font pas trop les cons, ils peuvent accrocher... pourquoi pas le championnat avec Paris. Je vois pas Lyon disputer On peut les dire deux premiers. qu'ils vont chercher les 3 premières places. Ça, c'est Ouais, mais je pense qu'ils peuvent quand même gagner. Ils vont être à la lutte avec Paris, je pense. Et puis Lyon finira 3ème, je pense. Après, juste une aparté, c'est un Lensois qui parle. C'est un Lensois qui ouais, parle. après Lens, je suis content parce que c'est pareil, les retours que j'en ai eu, ça joue quand même vraiment pas mal. Là, ils viennent de gagner 4-2 à Nantes. Ouais, non, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont perdu qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs. Et quand tu regardes la plupart des autres équipes de Ligue 1, sur les 5 derniers matchs, ils en ont perdu au moins 3, voire 2, mis à part les 4 premiers. Et non, c'est des bons débuts encourageants pour les clubs du Nord, donc c'est assez satisfaisant. Je trouve que c'est les bonnes surprises début de saison. Et après, pour les flops, c'est pareil, j'en ai 2. Pour moi, le premier, c'est Marseille. Pour moi, Marseille, clairement, ils font n'importe quoi. Que ce soit dans la gestion. Ouais, dans la gestion, et puis aussi dans le... Enfin, après, il y a aussi les coms qui sont mal passés, les histoires dans le club, que c'est un peu... On se croirait, du coup, nous, en foot amateur, dans le vestiaire, à gérer un petit peu les égos de chacun, donc c'est vraiment pas... On pourrait faire une petite télé-réalité. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais, c'est sur ça. l'OM, chaque jour, un nouvel épisode. Mais ouais, il y a ça, et puis là, ça vient de tomber il y a 2 heures, c'est Domenech à Nantes, quoi. Enfin, honnêtement, t'as envie de rigoler, quoi. L'OM et Nantes cette année, c'est quand même... Mais c'est pas Nantes, en fait, c'est pas vraiment Nantes, en fait, c'est juste le limogeage de Domenech. Tu savais très bien qu'en le prenant, alors ça pouvait marcher, mais là, concrètement... Nantes, sur le global, c'est plus une gestion à long terme qui est un peu catastrophique. Ouais, mais là, il a fait 7 matchs. Le nombre de limogeages d'entraîneurs en si peu de temps. Je pense que ça doit être 17, un truc comme ça. Après, c'est pas vraiment Nantes, c'est plus Domenech, parce que finalement, ils auraient pu... Là, ils viennent de prendre Camboiré, et ils auraient pu le prendre avant, tu vois, tout de suite. Est-ce que c'était pas déjà réfléchi, ça Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais pourquoi prendre Domenech en intérim pour, 7 matchs? Ouais, 7 matchs, ouais, c'est ça. Ouais. Dans celui d'aujourd'hui où il était même pas sur le banc parce qu'il était avec le Covid apparemment. Ouais, c'est ça, il était sur un truc. Faire 7 matchs, être remercié, tu fais 4 nuls et 3 défaites. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. Comment tu peux juger le travail d'un coach? Alors, mon Domenech, je le porte pas dans mon cœur. Hein. Mais comment tu peux juger le travail d'un coach en si peu de temps? Bah oui, voilà, donc... Surtout qu'il prend une équipe en cours de route, il a fait aucune prépa, il a même pas choisi ses joueurs en marché des transferts. Enfin, je veux dire, déjà qu'en plus il avait pas entraîné depuis 10 ans. C'était. Après indirectement, et c'est aussi un peu de sa faute. Hein. Il savait dans quel merdier il allait. Je veux dire, c'est un grand garçon. Hein. Oui, mais c'est le choix qui était déjà bizarre à la base, quoi. Le plaisir, ouais. Après, je pense que conférence de presse. Domenech, je pense qu'il avait déjà un souci avec les générations jeunes en 2010. Alors là, avec les générations en 2020-2021, forcément, à mon avis, il devait dépasser le pépère. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, sinon, pour
Je suis assez d'accord avec les top et flop de Ben. Je trouve que c'est vrai que Lille, c'est pas mal cette année, c'est agréable. Après, pour la tête, moi, je vois bien Lille, PSG pour jouer le titre et Lyon en outsider, on va dire. Les bonnes surprises, moi, je mets quand même Lens. Je pense que, bah, en même temps, tu reviens de Ligue 2, bon, avec un gros coup de chat, il faut quand même le dire, hein, merci le Covid. Mais tu reviens en Ligue 1, mais tu voles pas ta place, quoi. Tu finis, là, actuellement, t'es sixième. Et en autre surprise, enfin, bonne surprise, ça va peut-être un peu surprendre, je mettrais quand même Monaco. Dieu merci, c'est enregistré. Je mettrais quand même Monaco. Ils Parce sont que enregistrés. Monaco, Ouais, Monaco, ouais, je vais en parler aussi. parce que franchement, ils sont venus tellement loin. On a l'impression que ce club, après avoir été racheté de partout, tous leurs meilleurs éléments étaient partis. On s'est dit, ben, et en finale, là, ils sont sur une série de 5 victoires consécutives, je pense. Ouais. Non, plus. Ça fait que. Quoi? Enfin, les 5 derniers matchs sont gagnés, ouais. Ils sont à Ouais. 7, je pense. Ils ont tout gagné depuis la reprise du Ah ouais, je championnat. sais qu'ils ont tout gagné depuis un moment, là. Donc, moi, je mettrais quand même Monaco en plus. Et ouais, les flops, d'accord avec Ben, hein, l'OM, c'est une télé-réalité, enfin, sans être méchant, mais c'est triste, quoi. Enfin, quand on voit ce club, ce qu'il représente en France pour des milliers et des milliers de supporters, franchement, j'ai mal au cœur pour eux parce que pour eux, c'est que de la souffrance, clairement. Et après, le FC Nantes, je le mettais aussi dans mes flops parce que c'est une institution et c'est un club sûrement qui est instable et de toute manière, on voit où ça leur mène. Enfin, où ça les mène, pardon. Ils sont dans les relégables actuellement. Bah, au final, je pense que le problème, est-ce que c'est vraiment le coach? Est-ce que c'est pas plutôt le président le problème? Enfin, je veux dire, Bah, Keita n'est pas reconnu comme quelqu'un de très patient et c'est un peu un entraîneur vor. Hein. Patient et passionné, est-ce que vous le trouvez passionné, vous? il est passionné par le flouze, je pense. Après, après, je pense que, tu vois, tous les tops et les flops, je pense qu'indirectement, ils sont étroitement liés, dans le sens où tous les tops, on va dire que c'est lié à une gestion du club qui est bonne et saine. Et tous les flops, pour moi, c'est lié, c'est même pas lié à la qualité de l'effectif, parce que quand tu regardes l'effectif de Marseille, c'est minimum top 5, voire potentiellement en Ligue des Champions en Ligue 1. Et Nantes, c'est pas mal non plus, quoi. Et au final, bah, Ça doit être au minimum dans le ventre mou. bah voilà, c'est ça, ça va pas se battre pour une relégation là avec les derniers. Et pour moi, c'est clairement lié à une gestion dans les hautes instances par des mecs qui n'ont rien à faire là. D'une, je pense qu'à Marseille, bah là, la personne ciblée, c'est Jacques-Henri, hein, Jacques-Henri Hérault. Franchement, tu te mets à la place des supporters de Marseille qui, eux, vivent. De toute façon, à mon avis, ils vivent vraiment pour ça, mais pas forcément à Marseille, mais ailleurs. Qu'ils entendent des choses qu'il a pu dire, par exemple, que dans dans l'organigramme du club, il doit pas y avoir d'anciens joueurs, il doit pas y avoir de Marseillais ou quoi que ce soit. Mais le mec, je pense qu'il a pas l'ampleur Il sait des pas où il est propos. tombé. Mais en disant ça, mais il s'est tiré une balle dans le pied. Franchement, et t'as pas forcément. Nous, juste à notre niveau d'un point de vue amateur, moi, ça m'a choqué ce qu'il avait dit. Moi, ça m'a choqué. Donc, c'est un club. Surtout pour moi, s'il y a bien un club comme en France qui devrait plus ou moins fonctionner comme ça, c'est celui-là. Bah ouais, et puis, je regardais un truc sur Bein hier où il y avait un reportage où ils interviewaient Maldini. Et tu prends l'exemple du Milan AC, même eux dans leur organigramme, ils prennent des anciens grands joueurs du Milan et ça marche très très bien, tu vois. Donc, mais c'est à la mode. C'est à la mode. L'ADN du club. Bah bien sûr. De prendre certains anciens joueurs du club qui représentent ton. Bah bien sûr. Après, je pense qu'il y a, oui, mais après il y a aussi à penser à prendre les bonnes personnes. Je pense que tu peux pas prendre n'importe qui, mais tu dois bien cibler d'anciens joueurs ou d'anciennes gloires entre guillemets de ton club, des mecs qui incarnent vraiment les valeurs que tu veux véhiculer au quotidien. Et puis après, ces mecs-là, tu les inclus dans ton organigramme. Ils peuvent avoir ne serait-ce qu'un petit rôle, hein. Mais je pense que Jérôme, il pourra plus en parler que nous. Mais quand on regarde les matchs de Ligue des Champions de l'Ajax ou de l'Europa League, on regarde dans les tribunes, t'as Overmars, t'as du Bergkamp, t'as Van der Sar. Bah oui. Et ça, t'as Debout aussi. Donc après, je sais pas quel rôle ils ont l'Ajax, hein, mais après, Overmars c'est directeur sportif, Van der Sar c'est au niveau du marketing qui s'occupe de ça. Donc ouais, non, je suis d'accord avec vous sur le fait que
pour véhiculer une ADN du club, on prend forcément les joueurs qui y sont passés. C'est toujours Au plus Bayern, facile de c'est faire ça. pareil, tu vois. Donc, Ah bah oui, carrément. Bayern, Et après, je suis d'accord avec God, ce qu'il dit, c'est que le choix des personnes est super important. Tu vois, tu peux pas prendre allez, sans manquer de respect au foot pro, mais tu peux pas prendre un débile à des postes clés comme directeur sportif parce qu'ils font des choix forts, ils choisissent les joueurs qui sont en lien avec l'institution et je pense qu'actuellement, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits à l'OM. Après, je pense que le mec qui est arrivé là pour mettre de l'argent, il avait vraiment voulu faire de l'OM une sorte de club de business. football américain à la française. Mais il s'est rendu compte que à l'OM, si tu fonctionnes pas avec les supporters, tu te fais marcher dessus. Et je pense que c'est en train de se passer actuellement. Les supporters, on leur fait comprendre qu'ils sont à côté du projet et qu'au final, non. Les projets, c'est l'OM, c'est le stade Vélodrome, c'est les supporters. Et ceux qui sont arrivés là, ils l'ont pas compris, ça. Ils l'ont Non. pas compris. Ouais, compliqué. Mais je sais pas la suite de ce qui va se dérouler à l'OM. D'ailleurs, je sais même pas s'ils vont changer de coach là prochainement ou s'ils veulent garder celui qui est en place là. Mais j'ai vu qu'il parlait de Sampaoli. Sampaoli, ouais. Sampaoli, mais apparemment, c'est pas. Il finirait sa saison avec le club brésilien avec lequel il est actuellement. Il resterait 4 journées. Donc il y aurait une sorte d'intérim qui serait fait par le coach actuel qui fait, en passant, il fait pas vraiment du mauvais boulot hein, parce que j'ai trouvé quand même un OM différent sur les derniers matchs. Là d'ailleurs ils ont gagné en Coupe de France à Auxerre. Mais je pense que ça serait Sampaoli de ce qu'on lit dans la presse maintenant, à voir. Ouais. Ouais. Après, les joueurs, ils font le strict. Pour moi, vu leur qualité, les joueurs de l'OM, ils font le strict minimum sur le terrain. Mais Ouais, après, mais- moi je pense que c'est général. Franchement, celui qui me dit qu'actuellement les matchs de foot sont agréables à regarder, bon, on revient à 2 ans en arrière, je suis désolé, la qualité du football qui est présenté actuellement à la télé, elle est en dessous de tout. Je pense qu'il y a clairement un manque, oui, le fait que les stades soient pleins, les supporters qui mettent quand même de l'ambiance, ça joue aussi sur la motivation. Ne Il y a serait-ce aussi que le fait que... Comment? l'envie sur le Ouais, tu voilà. supporter, t'as pas de. Ils te poussent pas vers l'avant, donc forcément, quand tu as des résultats où tu es en train de perdre 1-0, c'est la 80e, bon, tu essaies de revenir au score, mais sans plus. Quand tu es à domicile avec tes supporters et que tu es en train de perdre, en général, tu as toujours ce petit élan de motivation, ce petit coup supplémentaire de la part du 12e homme, histoire de vraiment tout donner sur le terrain. Et Ah ouais, ça, tu l'as pas. Hein. Ça, tu l'as pas. Et d'autant plus après, à Marseille, c'est quand même à double tranchant. Hein. Je pense que vaut mieux qu'ils jouent à huis clos en ce moment, tu vois. Ah ouais. Oui, vaut mieux. Sinon, il y Parce aurait pas que, mal de débordements. Ouais. Ah ouais, je pense que ça serait chaud. Mais j'aimerais bien voir ça quand même. Mais même en termes de préparation, il y a juste à regarder même les gros clubs, le nombre de blessés alors qu'on est quoi en février. Enfin, c'est hallucinant. Moi, je pense clairement que la qualité, elle est en dessous de tout et Bah De oui. toute façon, que ce soit au niveau des blessés ou la qualité du football, on va le ressentir au niveau de l'Euro cet été, ah ouais. qui n'a pas eu de véritable trêve l'été dernier. On en parlait dans le précédent podcast. Ça va se ressentir sur cette fin de saison. Au niveau des clubs, ne serait-ce que là, on le voit très bien, dans tous les championnats, tu as des écarts minimes entre les premiers et leurs poursuivants. Ouais. Ça va 5, 6, 7 points entre 4-5 équipes, et ce qui n'est pas forcément le cas les années précédentes. C'est ce que Après- j'allais dire, c'est que tous les premiers de tous les grands championnats, eh ben, ils sont pas là en fait. Je veux dire, en Allemagne, Ouais. le Bayern ne domine pas outrageusement, la Juve ne domine pas outrageusement, le Barça et le Real ne dominent pas outrageusement. En Angleterre, ça se cherche encore une fois, même si la City est bien. Même le PSG, on regarde en France, c'est la même chose. Il n'y a Ouais. pas de gros actuellement. Ouais, après, Le je Bayern, trouve il sort que- quand même la tête de l'eau là en Allemagne. Je trouve que quand même, les gros, ils sont en train petit à petit de monter en puissance quand même. Mm. Quand tu regardes Bah, City, de toute façon, c'est il était l'histoire de la à Roma, préparation ça a qu'il n'y a pas eu. remonté, C'est le temps qu'ils se Real mettent en Atlético route. Barça. Bah oui, je pense que la préparation qu'ils ont eue sur la période de Noël, là, les vacances, je pense que les gros, ça va leur être bénéfique. Donc, Ouais. je reviens juste sur vos tops par rapport à Lille. Alors, c'est pas forcément une équipe et un club que je porte dans mon cœur, mais c'est vrai que s'il y a bien une équipe qui est plaisante à avoir joué cette année, c'est bien eux. Et je trouve que en termes d'effectifs, c'est quand même complet, mais à tous les postes. Hein. Enfin, peut-être un peu plus fragile derrière, mais c'est quand même complet partout, milieu de terrain devant. C'est doublé partout, voire triplé. Et ouais, non, franchement, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de leur gestion, par exemple du recrutement. Quand tu vois
que la plupart des clubs n'arrivent pas à recruter. Là, par exemple, ils ont recruté Yilmaz, Jonathan David. Enfin, c'est des joueurs qui pèsent quand même sur les résultats de Lille en ce moment. David qui est décisif sur les derniers matchs, Yilmaz qui a 9 buts, si je ne me trompe pas, qui a sorti de la panade Lille dans des matchs où ils étaient un peu en bourre. Après, pour moi, la révélation de Lille cette année, pour moi, c'est Botman. Clairement, je l'avais regardé quelques fois avec Young Ajax, qui est l'équipe des jeunes avant l'équipe pro à Amsterdam. Clairement, le club ne comptait pas du tout dessus. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout avec la philosophie du club, c'est-à-dire jouer au ballon. Enfin, je dis pas qu'il joue pas au ballon, mais disons que il rentrait pas dans les plans de l'Ajax. Et quand je l'ai vu qu'il le vendait 9 millions, je me suis dit, mais c'est en train de mettre une carotte monumentale à Lille. Et au final, je me rends compte que la carotte, elle a été mise à l'Ajax, quoi, parce que franchement, j'aurais jamais cru que ce joueur, même s'il avait fait une bonne saison en prêt à Eindhoven, j'aurais jamais cru une seconde qu'il se serait imposé comme ça en France. Il a même été présélectionné, si je me souviens bien, dans la dernière liste des Pays-Bas. Enfin, franchement, pour moi, c'est la révélation actuellement à Lille. Après, tu as des joueurs qui rentrent juste pas dans le moule de certains clubs. Ça veut pas dire Ah qu'ils ouais, sont ouais. mauvais, ça veut pas dire qu'ils vont jamais réussir et avoir une bonne carrière ou une grande carrière. C'est juste que, comme tu dis, il rentrait pas dans le plan de jeu de l'Ajax parce qu'il était peut-être entre guillemets un peu trop bourrin et qu'il jouait pas assez à la baballe pour l'Ajax. Mais quand tu regardes dans une équipe comme Lille où tu as besoin de grands gaillards derrière, histoire justement de bien défendre pour permettre au milieu, aux attaquants de se projeter, je pense que voilà, il a trouvé un bon. Il y a une charnière costaud. Hein. Bah là, en plus, ils gagnent 1-0 à Dijon, là. Il reste 2 minutes. Donc, je pense qu'ils vont se qualifier. Puis, après, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est bien géré. En fait, c'était Campos. Ouais, et puis surtout qu'ils ont géré deux crises, là. Ouais. Je veux dire, ils ont quand même. On sent que c'est géré par des mecs qui savent ce qu'ils doivent faire, quoi. Ouais. Après, on verra ce que ça va donner avec les temps, mais là, la période Campos, ça a quand même été costaud en matière de recrutement. C'était très très bien pensé. Après, je trouve qu'il y a quand même un Lille avec et sans Renato Sanchez. Pour moi, quand il est en forme, c'est vraiment le joueur, le top joueur de l'équipe. Cette année, pourtant, par rapport à ce que tu dis, il a joué que 33% des matchs de championnat cette saison. Ouais, ce qui veut dire qu'ils sont très hauts sans un Renato Sanchez qui est présent à tous les matchs. Donc, il va peut-être apporter un petit plus, voire même peut-être un grand plus sur la deuxième partie de saison s'il n'est pas blessé. Après, je pense que c'est un joueur qui reste encore un peu fragile mentalement. Parce que là, j'ai pu regarder son dernier match. Je trouve qu'il y a tendance encore il y a trop de choses superflues dans son jeu. Je trouve qu'il en fait parfois trop, en fait, le mec. Il veut trop montrer qu'il est au-dessus. Alors que je pense qu'en faisant des choses simples, il serait déjà au-dessus. Quoi. Moi, je rajouterais un petit dans mes points faibles de cette année, je mettrais Rennes. Alors, je m'explique, ils sont peut-être 5e de Ligue 1, mais je pensais qu'ils allaient confirmer après leur bonne saison de l'année dernière et leur qualification en Ligue des Champions. Et je les trouve un peu, surtout au niveau de la qualité de jeu, pas forcément au niveau des résultats, parce que voilà, ils sont 5e, mais je les trouve un peu vraiment en dessous de ce qu'ils ont pu avoir en rendement l'année dernière. Donc un flop, oui et non, mais par rapport à ce qu'ils peuvent faire et avec l'entraîneur qu'ils ont, que je trouve très bien, avec un recrutement un peu clinquant aussi quand même. Hein, c'est Doku, c'est ça qu'ils ont été chercher en Belgique? Ouais, Doku. Ils avaient recruté Rougani, l'arrière gauche là, celui qui est d'Albert. Ouais. Donc ils ont quand même fait des bonnes petites recrues et alors je sais pas pourquoi est-ce que ils ont pas un effectif assez large pour jouer plusieurs compétitions cette année parce qu'ils ont joué la Ligue des Champions. J'ai pas trop d'explications, mais c'est quand même un poil décevant par rapport à ce qu'il. Ouais, c'est vrai qu'on pouvait penser que le club il avait finalement franchi le cap qu'on attendait depuis des années, mais au final on a l'impression que ça stagne. Après c'est vrai que à 10 points de Monaco qui est 4e, 10 points, bon avec un match en moins certes, mais ça fait quand même une sacrée différence. Ouais, là c'est vrai que c'est les 4 devant qui sont qui à mon avis on a le quatuor pour la fin de saison et derrière on a Rennes quoi. C'est ça. Mais les 4 devant pour moi sont intouchables et puis la bataille se fera entre eux 4. C'est ça.
Et ouais, comme Jérém a dit, mention spéciale quand même à Monaco, qui je pense a trouvé son rythme de croisière au fur et à mesure des matchs, parce qu'en début de saison c'était un peu compliqué. Mais je pense que peut-être la sauce Niko Kovac commence à prendre. Et puis leur recrutement, Ils ont fait un bon recrutement, ouais. volant de devant qui a 11 buts. Ouais. Franchement, très 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 bonne recrue qui s'imbrique bien dans le collectif. Et après, il y a Tchouamani qui est pas trop mal au milieu de terrain. Répète, s'il te plaît. 1, 2, 3. Tchouameni. Encore. Qui est vraiment, vraiment pas mal au milieu de terrain. Et je trouve franchement que Monaco monte en puissance. Et puis je pense que encore une fois, on revient au même. Hein, je pense qu'ils ont restructuré un peu l'effectif. J'avais vu, je pense qu'ils étaient à plus de 70 contrats professionnels. Et là, ils sont passés à une trentaine, je pense. Donc ils ont divisé par 2. Donc forcément, ouais. Mais c'est vrai qu'ils montent en puissance, hein, punaise. Bon bah les gars, si vous voulez, je clôture par mon top à moi parce que j'aimerais bien terminer là-dessus. Jérémy il a tendu une petite perche, mais pour moi le top, si je dois ressortir une équipe, mais pour moi mon top c'est le Racing Club de Lens. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi pour la montée de l'année dernière. C'est qu'elle est peut-être pas forcément méritée parce que même au niveau du contenu des matchs, c'était pas forcément clinquant et c'était pas forcément mérité pour une montée, une accession directe. Mais entre guillemets, ce qui a été acquis est acquis, donc on va pas revenir en arrière. Et tant mieux pour nous. Mais par contre, ce qu'ils proposent depuis le début de saison, je parle uniquement au niveau du jeu. On pouvait se poser des questions par rapport à Francaise parce que nouveau coach en Ligue 1 ou même nouveau coach au niveau professionnel. Donc on savait pas ce que ça allait devenir. Le recrutement, encore une fois, très intelligent. Kakuta en numéro 10 meneur de jeu dans ce dispositif du 3-4-3 ou 3-4-1-2, pour moi, il est énorme. Milieu de terrain, Doucouré, explosion, énorme. Seko Fofana, recrutement à la rigueur cher, mais très 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 fort. Et puis on parle de gestion depuis tout à l'heure, donc je vais clôturer là-dessus. Merci à Monsieur Ougourlian pour sa gestion si bien pensée. Donc il n'est pas le seul, hein, mais si j'en ressens un, c'est lui. Là, j'ai vu que l'ensemble des joueurs, le staff avait réduit Les salaires, ouais. les salaires pour, je sais plus les économies que ça va faire, mais c'est énorme. Donc au final, je pense qu'il y a vraiment une ambiance générale qui est très très bonne au sein de ce club. Ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on attend ça et qu'on était en galère. Et puis c'est de bonne augure pour la suite, parce que je pense que pour moi, Lens c'est une place forte dans le foot français. En termes des clubs les plus populaires, je les mets dans le top 6. Donc forcément, certains vont rire, mais pour moi, c'est clair. Il y a des supporters partout en France, l'engouement il y est, il y a des valeurs qui sont redorées cette année. Et puis voilà, donc mon top, ouais, le Racing Club de Lens de manière générale. Donc voilà. On va clôturer le top flop. On va essayer d'accélérer un petit peu. Juste pour vous, les gars, si vous devez sortir un favori pour le titre. Donc je rappelle les 4 premiers: Lille, Lyon, Paris, Monaco. Pour vous, c'est qui le favori pour être champion cette année? Paris. Ouais, Paris aussi. Ouais, Paris aussi. Paris. Ça va jouer avec Lille, mais à la fin, ça sera Paris. Bon, Paris. La profondeur d'effectifs. Pour gagner. Le banc de touche, alors Lille est bien fourni, mais je pense que Paris a qualitativement un meilleur banc de touche que Lille. Je pense que ça fera la différence en fin de saison. Ouais, je pense. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, je vois Paris devant. Deuxième, Lille, par contre. Ouais, ça, Paris, Lille, Lyon et Monaco. Ouais, quand même Lyon. Et je vois peut-être même Lens 5ème attraper l'Europa League, tu vois. Ouais, Lens en 2ème, ils finissent en Ligue des Champions aussi. Je pense que dans les 10 premiers, ce sera déjà très bien. Après, Lens est déjà maintenu ou pas? 36 points. 36 points. Bientôt. Deux petites victoires et puis. Ouais, mais ils vont pas s'arrêter là. Je pense qu'ils vont essayer de se les choper autre chose. C'est sûr. Et ce sera déjà pas mal. L'objectif, je pense, du maintien, c'est l'objectif principal de Lens pour ça. Ouais, on a hâte de retourner dans un bollard plein à craquer là. J'avoue, clair. Donc ouais, Paris pour vous, montez vos relégations. Voir si vous en pensez, mais pour moi, ce qui est déjà. Nantes descendre, toi. Ouais, pareil, ouais. Nîmes, Dijon, Nantes, ouais. C'est pas. Ils sont pas stables depuis 10 ans, alors c'est pas maintenant qu'ils vont être stables. Moi, je mettrais Lorient, Dijon et Nîmes. Je pense que
ça fait l'unanimité, mais je pense que Lorient va pas tenir le rythme. Ouais. Ouais, c'est Ça va c'est vrai que jouer, c'est ça va jouer entre Lorient et Nantes de toute façon à la fin. Ouais. c'est généralement des équipes qu'on regarde pas en plus. En bas de tableau, alors il y a qui? Il y a Nîmes, Dijon, Nantes, Lorient, Strasbourg. Moi, de Strasbourg, je les vois pas. Saint-Etienne, pareil, je pense qu'ils ont un effectif. Reims, ça peut être compliqué aussi, hein, mais Bon, à Reims, devant, il y a Dia qui fait déjà beaucoup de bien avec 12 buts. Non mais il y a 10 points, il y a déjà 10 points avec Nantes là déjà. ouais, il y a 10 points, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ça Je peut pense se que- jouer. Même Strasbourg qui est 6 points devant Nantes au final, hein. Hmm, Ouais, Lorient-Nantes, ça va être une petite bataille, c'est ça, de relégation. Bon, après, on rappelle qu'il y a le barrage, hein, donc c'est ça. Ah oui, c'est vrai. rien n'est fait, rien n'est joué. Bon, ben, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on clôture cette partie, et cette page Ligue 1, et qu'on Yes. enchaîne avec un autre sujet actu du moment qui va arriver la semaine prochaine. Joyeuse Saint-Valentin à toutes les gonzesses. Mhm. Mais la semaine prochaine, les gars, c'est We are the champ! Ligue des champions. Donc les gars, je rappelle les affiches des champions de la semaine prochaine. Je mets ça en fond parce que je l'ai pas sur moi. On a Barça Paris, bien entendu, Leipzig Liverpool, Séville Dortmund, Porto Juventus, Lazio Bayern, Atlético Madrid Chelsea, Atalanta Real et Borussia Mönchengladbach Manchester City. Pour vous les gars, si vous devez sortir un favori de la compétition à l'heure actuelle, à l'instant T, pour vous ce serait qui? Voilà, Le faut se Bayern. mouiller. Ah mais Bayern aussi. City, j'ai l'impression que tous les ans c'est eux à la même période. Si tu prends l'instant T, c'est eux les plus forts dans le jeu actuellement. Donc, alors je suis d'accord, peut-être que dans 3 mois, ils vont se casser la gueule et encore une fois, ça sera un Bayern ou un club peut-être plus pragmatique qui gagnera. Mais en attendant, dans l'instant T, tu demandes, bah, moi je te dis City. Hmm. Moi je te dis Bayern. Ok. Bayern, City, Bayern, Chex. Ouais. Les gars, Après, Vas-y, pour vas-y. différencier, peut-être, je vais peut-être prendre l'Atlético parce que vu ce qu'ils font en championnat, ça peut être une belle surprise, surtout avec Simeone en coach qui va très certainement resserrer. Eux c'est derrière encore un peu plus. c'est les outsiders je pense. Ouais, je pense que ça peut être eux qui pourront jouer un petit tour à pas mal d'équipes. Ouais. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que toutes les équipes maintenant peuvent être des outsiders. Oui Donc, bah oui. C'est Oui. on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de gros cette année. Mm. Ouais. Tous les gros sont en panne. Donc forcément, tu as l'impression que le niveau est quand même sous-évalué. Et du coup, bah ouais, comme tu dis, n'importe qui peut faire sortir par n'importe qui, quoi. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a les niveaux qui se rejoignent aussi. Regarde, l'année dernière, c'était une saison entre guillemets plus ou moins standard jusqu'au 8e de finale. Et pourtant, tu avais encore Atalanta, tu avais Leipzig. Et c'est des équipes qui, pour moi, encore cette année, peuvent potentiellement battre tout le monde, Créer la ou presque surprise. tout le monde. Ouais. Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on prenne rencontre par rencontre. Et on voit pour vous et vous me dites vos favoris. Barça-Paris. Allez, on commence par un croustillant. Ouais, je pense que le Barça va passer. Ouais. Bon, Paris. Moi je vois pas quand même Paris. Je vois quand même Paris moi. Ouais. Moi, je Ouais, vois quand enfin, même Paris. Barça passera pas en mettant 5-1 ou ce qu'on veut, mais je pense que ça gagnera au Camp Nou et ça fera match nul au Parc. Hmm. Ouais, quand tu regardes la liste des blessés quand même qui sont blessés encore pour plusieurs semaines, t'as Piqué, Fati, Sergi Roberto, Coutinho. Et là, j'ai vu qu'il y en a 3 qui s'étaient rajoutés. C'est Dest, Pjanic et Braithwaite. Eux, je sais pas combien de temps ils sont indisponibles, mais les 4 premiers, ils sont encore indisponibles quelques semaines. Ouais, Braithwaite, ce serait quand même un sacré coup dur, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, j'avoue. Non, Ouais, puis et franchement, l'effectif du PSG est quasiment au complet. À part Di Maria qui s'est blessé là ce week-end. Moi, je vois quand même Paris passer. Ouais. ouais, à voir. Ouais, À voir. à voir. Bon, on C'est verra. vrai que ça. En tout cas, t'as la réponse à ta question. Ouais, on verra. On verra. Ensuite, Leipzig-Liverpool. Liverpool. Ah, Mais bah, Je dirais bien Liverpool aussi si leur gardien est en meilleure forme que la semaine dernière, mais Est-ce qu'on Ouais, doit on a vraiment besoin parler de sa d'éviter. prestation? non, mais ouais, je pense que Liverpool passera sans trop de difficultés un bon Moi, 2-0 justement, je de. pense pas. Je pense qu'il y aura de la difficulté, mais ils passeront. Ouais. Moi, je pense comme Jérém, parce que leur point fort, on va dire, sur les 2 dernières saisons, c'est leur défense. Et notamment, alors, même s'il y a beaucoup d'absents en défense centrale, mais c'est leur défenseur de couloir, Robertson et Arnold. Les deux, depuis le début de la saison, ils sont sur courant alternatif. Donc pour moi, ça dépendra vraiment de ces 2 joueurs-là, à savoir s'ils vont être en forme sur le match aller-retour et s'ils vont savoir faire les différences et apporter toute leur qualité offensive surtout. Mm.
Après, ce qui peut jouer, c'est la délocalisation du match, donc peut-être que ça peut perturber les déplacements des joueurs, je sais pas. Après, C'est vrai ce qui que se passe. ça, on n'en a pas parlé, mais la délocalisation, je pense que ça va peut-être jouer en faveur des. Après, ce qui se passe à Liverpool, c'est aussi, voilà, on a La fin du cycle. Surtout que Klopp, il fait pas de turnover. Je veux dire, je pense que c'est quand même l'un des coachs d'un top club qui change le moins son 11 possible. À un moment donné, les mecs, voilà, ils sont pas, ça reste des mecs, hein, c'est pas des super-hommes, et à un moment donné, la machine, elle s'enraye et les organismes, ils ont besoin de souffler. Les consignes, elles passent peut-être plus aussi bien qu'avant. Enfin, je pense quand même Moi, que je pense que c'est la dernière saison Klopp. La je sais pas. dernière, ouais, je pense. Oui, c'est possible. Je pense qu'il est intelligent et il sait que le cycle est en train de se terminer. Après, l'absence de Van Dijk, quand même, sur les gros rendez-vous, ça risque de peser. Ouais, c'est. C'est Lui quand aussi, même il est dans le creux de la vague, là, Van Dijk. Hein. il s'est fait les croiser. Ouais, mais je veux dire, sur ces derniers matchs, c'était plus non plus le Van Dijk du grand Liverpool il y a 2 saisons. Là. Ouais. Mais bon, donc pour vous, quand même, favori. Mais de juste favori, mais avec de la difficulté quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ensuite, on a un Séville-Dortmund. Une Séville, sans hésiter. Ouais, sans hésiter aussi. Au vu de la qualité de jeu proposée par Séville, je dirais Séville, mais après Dortmund, ça reste Dortmund quoi. Ouais, j'ai vu plein de matchs de Dortmund cette année et franchement, ça envoie pas du rêve. Hein. Franchement. C'est compliqué quand même. Sancho qui est absolument pas au niveau. Alors est-ce qu'il a sa tête à Manchester pour son futur transfert cet été? Mais lui, c'est vraiment la grosse déception de la saison. Moi, je pensais qu'il était sur une rampe de lancement ascendante incroyable avec Haaland. Et là, il a un peu disparu de la circulation. Il y a eu un début de saison compliqué. Hein. Après, est-ce qu'il se voyait pas déjà United cet été au final? Ouais, mais après, je pense que Sancho il s'est mis au club d'où il va atterrir. Donc, je pense que quelque part, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'ils vont perdre à Séville. Ouais, moi, Séville, et ça fait aussi partie des équipes qui peuvent battre tout le monde, je pense, Séville. Ouais, c'est pas mal. Puis c'est une équipe de coupe, hein, donc. En Espagne, je pense que c'est l'équipe qui joue mieux là actuellement. Je pense qu'ils ont un beau coach. Hein. Lopetegui, là, je trouve qu'il avait été viré comme un malpropre au Real parce qu'on lui a pas laissé le temps, mais je me souviens que c'était l'ancien sélectionneur de l'Espagne qui faisait du bon taf. Il a pas fait les choses correctement non plus. Hein. Le mec, il te dit dès le départ, avant l'Euro, avec l'Espagne qui se barre au Real, il y a quand même d'autres façons de se barrer. Franchement. Ouais, mais je juge pas forcément ces actes-là. Je parle juste en termes de qualité de coach. Je pense que c'est pas mal. Ah ouais, je ne dis pas le contraire, mais je pense que quelque part le karma s'est occupé de lui, mais ses qualités de coach l'ont fait remettre sur le droit chemin, on va dire. Ouais, mais bon, le karma, ils ont quand même gagné l'Europa League l'année dernière, Séville. C'est ça, une équipe de coupe. Mais on est tous d'accord pour nous, Séville favori. Ouais, je pense. Surtout avec leur petite recrue Papou Gomez. Ouais. Ah ouais. En plus, il peut jouer avec des champions. Une recrue là, bon certes, il commence à être dans la trentaine bien prononcée, mais je pense qu'il peut encore rendre pas mal de services au FC. Ouais, c'est vrai qu'il y a lui en plus. Ouais, avec l'expérience en plus Ligue des Champions, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ensuite, on a un Porto-Juve. Est-ce qu'on s'attarde dessus ou on est tous unanimes sur la Juve? Non, Juve, ouais. Ok. Juve. Pareil, Lazio-Bayern. Bayern, sans souci, ouais. Ouais, Bayern sans souci aussi. Et par contre, eux, c'est pareil, ils jouent pas leur match en Allemagne et en Italie. C'est délocalisé. Ouais, je crois, ouais, t'as raison. Ah ouais, ça j'ai pas. Ouais, faudra voir qui joue. Ensuite, on a Atalanta Real. Alors là, le Real, franchement, si tu me donnes un billet de 50, je sais pas du tout sur qui je le mets, quoi. Franchement. Moi, je pense que je le mets sur l'Atalanta. Ouais, je mets le Real, mais en très 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 grande difficulté. En match aller-retour, ouais. Moi, je pense que ça va être malheureusement la fin du cycle Zidane à ce match-là, je pense. Donc, je pense que je vois plus l'Atalanta passer. Ouais, je suis pas d'accord avec vous. Explique-nous. Parce que j'ai regardé les matchs couperés qu'ils ont eu à jouer cette année, et tous les matchs couperés, c'est. Oui, alors les 3 finales, ils les ont gagnés. Mais là, j'ai vu le dernier match contre je sais plus qui là. Non, contre Retafe, c'est ça. Alors ils ont gagné, mais ça a été très 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 poussif, quoi. Ouais, j'ai regardé la première mi-temps du Real, c'était une purge, franchement. Ouais. Non, mais il n'y a aucun plaisir. Les gars, je vous arrête. Et je vous dis, il y a vraiment un Real avec un Real championnat et un Real Ligue des Champions. Les matchs, je vous dis, les matchs couperés à jouer, ils vont gagner à l'Inter, ils jouent chez eux, ils battent l'Inter. En championnat, ils jouent le Barça, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. L'Atlético, ça a été serré. Et il y a un Real, tu dis
championnat, Ligue des Champions, moi je vais te dire encore mieux, il y a un Real avec et sans Ramos. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça le match est dans 15 jours, hein, il joue le 24 le match aller. Après, Oui, c'est oui. sûr que t'as un Real avec la moitié de l'effectif et t'as un Real avec effectif complet. Là, je vous dis, c'est que le Real il est ultra favori et il gagnera ses matchs si c'est à effectif complet. Ouais, mais C'est-à-dire là, s'il justement, récupère Carvajal, Ramos. Ramos, c'est 3 mois. Non, 3 semaines? Ouais, ici, c'est 3 semaines. Il se fait opérer du ménisque. Ouais, il jouera pas le match aller, c'est sûr. Mais pour le Bah, retour, il même peut le être là, retour, quoi. je pense Mm. qu'il le loupe carrément. Après, c'est vrai que t'as le flop hasard et tout ça, mais pour moi, le Real, franchement, je me fais pas d'illusions pour eux. Après, on a Borussia Mönchengladbach, City. Ça peut être un beau match, ça, d'ailleurs. Ouais. Mais City, hein. Moi, je vois City passer, mais avec un match avec beaucoup de buts. Genre un 5-3, tu vois, des trucs comme ça. Moi, je vois un 11-8, tu vois. Cumulé sur les 2 matchs, c'est ça? Ouais. Bah non, sur les deux matchs, 32-11. 32-11, ça aurait été un Ouais, match. on va pas abuser quand même. Ouais. Mais Mais ouais, City, je vois un match spectaculaire. Ouais. ouais. Et après, dernier match, pour moi, ça fait partie des plus beaux matchs aussi à voir. Atlético-Chelsea. Atletico, je pense. Bon, Atletico. Atlético aussi. Suarez vient en forme. Ouais. Si Suarez et Félix jouent les 2 matchs, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis à se faire pour l'Atlético. Après, Ouais. avec l'arrivée du coach à Chelsea, peut-être que ça peut changer un peu la donne, mais ouais, je vois quand même Ouais, je vois quand même mais il n'y a Atletico, aucune coach. préparation, encore une fois. C'est Ouais. compliqué de prendre un club en cours de saison. En plus, ce genre de club où tu as une exigence du résultat qui est à chaque match, je pense que Chelsea, on peut faire une croix dessus cette saison et on leur donne rendez-vous l'année prochaine. Mm. Ouais. C'est Ouais. pas. Ouais, je pense que Atlético, ça peut être leur année aussi, hein. Ça peut être leur année. Ouais, Mais l'Atlético, c'est toujours pareil. On est tous d'accord pour dire que c'est costaud. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un coach qui tient son équipe. Mais je sais pas, j'ai l'impression que dans les bons moments, dans les gros moments où il faut qu'ils sortent le match, bah ils le sortent pas. mais pour moi, c'est pas pareil cette année que les autres années. Déjà, en termes de jeu, ça joue pas pareil qu'avant. C'est beaucoup plus joueur, c'est beaucoup plus porté vers l'avant. Tu remplaces Diego Costa par Suarez, enfin, tu remplaces Diego Costa vieillissant par un Suarez qui est en pleine forme. T'as Joao Félix, qui est un numéro 10 à l'ancienne, enfin, c'est un peu un 9,5, qui est énorme aussi. De toute façon, Pour c'est la moi, recette c'est à pas pareil qu'avant. l'Atlético. Un 9 devant avec un joueur créatif autour, c'est leur marque de fabrique. De toute façon. Ouais. Mais Le fond, ça peut être leur année, hein. Ouais, à voir. À voir. Mais ça peut être une bonne surprise. Ok les gars, on va juste d'ailleurs, je sais pas si Jérém, bah, si ça te dit d'en parler, mais c'est une nouveauté du jour. En gros, ça parle totalement repenser la formule Ligue des Champions à partir de 2024 avec un nouveau système de poule, de phase à élimination directe, Bah, de disons que qualification. l'UEFA répond à... Alors, on parle toujours de cette fameuse Super League qui, on est tous d'accord pour dire, tuerait le football européen. Maintenant, je pense que cet argument de la Super League, je pense que c'est simplement un serpent de mer, quoi. C'est-à-dire que les gros clubs sortent ça pour obtenir quelque chose. Et ce qu'ils veulent, les gros clubs, c'est quoi? C'est plus de retombées, c'est plus de fric. Concrètement, on s'en fout de gagner des titres. Je pense que c'est des retombées médiatiques et plus de financières droits qui leur télé, plus de matchs, Ouais, voilà. Je plus pense de que c'est vraiment ça qui visibilité. l'intéresse. Quand tu sais que la Super League, c'est quand même qui a quand même été poussé par Agnelli, le président de la Juve. Quand on sait que lui, son club, il galère comme tout pour gagner une Ligue des Champions, mais par contre, il était pour cette Super League, c'est qu'il y avait un intérêt. Je pense que quand tu sais que un club pouvait toucher 350 millions d'euros en participant à ça, dis-moi quel club dit non? Rien Voilà. gagné en plus, c'est vraiment Donc, juste en ce participant. serpent de mer a fait que l'UEFA s'est penché sur le sujet. Donc, il y a eu une première réponse qui a été donnée quelques semaines auparavant avec des sanctions auprès des joueurs qui participeraient à des compétitions non affiliées à la FIFA et à l'UEFA. Hein. Et là, ils ont sorti un nouveau format de compétition pour la Ligue des Champions, qui pour moi, alors c'est mon avis perso, va favoriser les grosses équipes pour qu'ils se retrouvent toujours entre elles dans les matchs clés, hein, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale. Donc, il y aura 36 équipes de ce que j'ai cru comprendre, avec 4 chapeaux de 9 équipes. Il n'y aura plus 8 poules de 4, ça va être 4 chapeaux de 9 équipes. Donc Et ils vont sûrement par se... défaut au classement. Voilà, et je pense qu'il y aura une sorte de grand classement qui va être fait. Donc, il y aura 10 matchs par club, 5 à l'extérieur et 5 domiciles, et chaque adversaire sera différent. Je Pas pense que de pour... phase, Comment? il n'y a pas de phase aller-retour comme ce qu'on a Voilà. en poule. Voilà. Et donc, on fait ces 10 matchs. Il y a un classement qui est fait. Et les 8 premiers sont qualifiés d'office pour les huitièmes. Et ensuite, il y aura une boucherie de play-off entre le 9e et le 24e pour savoir qui va se qualifier dans les 8 derniers pour jouer les 16 équipes qui joueront
une phase comme on a actuellement, hein, c'est-à-dire 8e avec, j'imagine, des matchs aller-retour. Mais voilà, il y aura plus de matchs, plus de droits télé qui vont retomber et forcément plus d'argent. Et bien sûr, avec les matchs clés et les matchs importants qui seront cadenassés par les grosses équipes, parce que franchement, comme tu sais que t'es premier, t'es dans les 8 premiers, tu te qualifies, t'es tranquille, et après derrière, tu dois encore jouer combien de matchs en play-off pour te qualifier dans les 8 derniers. Je veux dire, déjà, rien qu'en termes de fatigue, tu vas déjà être désavantagé par rapport aux 8 premiers, quoi. C'est un barrage aller-retour apparemment pour les équipes classées entre la 9e et la 24e place, c'est un barrage aller-retour. Moi, je Voilà, pense que donc, c'est plus pour favoriser les gros championnats plutôt que de favoriser les grosses équipes. Parce que les grosses équipes, quoi qu'il arrive, dans la formule actuelle, en étant tête de série ou dans le chapeau haut, elle est déjà avantagée. Donc, pour moi, l'enjeu, il est uniquement financier. Plus d'équipes, plus de ouais, matchs, plus de pognon, hein. mais tu dis ça, mais regarde, t'as des Arsenal, t'as des Tottenham, t'as des Lyon qui sont quand même réguliers de la Ligue des Champions, qui sont pas qualifiés. Et de ce que j'ai cru comprendre avec cette nouvelle formule, avec leur indice UEFA en tant que club, s'ils ne sont pas qualifiés par le mérite sportif dans leur championnat, ils peuvent être repêchés. Enfin, il y a où le Ah oui. mérite là-dedans? Je veux dire, à ce moment-là, enfin, clairement, c'est une super ligue déguisée, mais gérée par l'UEFA. Voilà. Après, il y a une chose qui se sont sûrement rendu compte, c'est en termes de droits télé. Tu regardes les droits télé les mardis, mercredis sur les matchs de Ligue des Champions, et les droits télé sur le jeudi Ligue Europa. Et à mon avis, t'as vite fait le tour, hein. Mais forcément, Voilà. enfin, allez, soyons honnêtes, tu seras toujours plus tenté de regarder un Real Juve ou un Barça City qu'un Alkmaar contre Bruges ou Ouais, un mais Schalke. moi, Enfin voilà. moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, quand même, tu vois. Ok, on est tous fervents admirateurs de gros matchs, de grosses affiches, mais à force d'avoir que des grosses affiches, Ah bah, ça moi, perd de saveur, hein. je m'en lasse. Quand tu vois les équipes en première ligue que j'adore, quand tous les week-ends, tu as deux matchs, entre guillemets, deux grosses affiches, parce qu'au niveau du classement, les écarts se resserrent, bah, franchement, j'ai même plus envie d'en regarder. Bah ouais. J'ai même plus cette saveur de me dire, ah punaise, ce week-end, c'est Arsenal-Chelsea, on va se régaler. Non, là, c'est à Arsenal-Wolverhampton qui se battent pour rester dans le haut de tableau. Après, tu as au moins un Liverpool-City ou un Manchester-Tottenham. Enfin, ça devient imbuvable et tu peux pas suivre tous les matchs. Ouais, mais Tiex, là, clairement, les rediffuseurs télé, ils ne visent plus que le championnat européen, qui, à mon avis, enfin, l'Europe en termes de retransmission, puisque les Européens, je pense qu'en termes de football, on est quand même bien servi, et du coup, on a peut-être une qualité au niveau de ce qu'on regarde différente que, par exemple, un Liverpool. City ou j'en sais rien, moi, un Barça, Juve. Je pense qu'en Asie, ça s'achète très cher. Je pense qu'en Amérique, ça s'achète très cher aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'on n'est plus sur une retransmission télé à l'échelle de l'Europe, mais carrément mondiale. Et je pense que clairement, le marché européen, ils s'en battent les reins, quoi, maintenant. Clairement, Bien sûr, bien on sûr. va viser les Chinois qui, en plus, se mettent vraiment beaucoup au foot. Ouais, là, c'est juste pour de la consommation. Tu vas Mais oui. répondre ça. Mais ça va perdre de sa saveur, hein. Non, Et mais du là, coup- en plus, les matchs de Ligue des Champions qui avaient lieu les mardis, mercredis, donc là, ça va passer du mardi, mercredi, jeudi. Ouais. Je ne serais pas étonné qu'ils nous pondent des matchs à 13h ou à 14h l'après-midi, hein. Bah oui, parce que Bah comme oui. on l'avait dit, après, quid de l'Europa League le jeudi, vu que les matchs étaient le jeudi, Ouais. C'est ça, quand est-ce que qu'est-ce cette qu'ils vont faire? compétition elle va arriver, quoi? Pour moi, est-ce qu'ils en ont parlé, ça, de l'Europa League, de ce qu'ils vont en faire à partir de 2024? Bon, en J'ai gros, pas je pense qu'à l'U1, il y aura moyen de se qualifier pour l'Europa League. Excellent. Enfin voilà, bah, c'est sûr que si on devait parler en termes économiques, c'est sûr que c'est plus bandant de faire vendre un Barça Juve encore une fois, un Alkmaar Bruges, quoi. Donc faut pas se leurrer. Si ils veulent vendre leur nouvelle compétition, il faut les meilleures équipes. Et même si elles se qualifient pas sur un plan du mérite dans leur championnat, ben on trouvera une astuce pour les refaire venir dans la compétition. Et voilà. Après, à partir du moment où ils demandent pas à Mediapro de retransmettre les matchs, moi ça me va. Terminé, Téléfoot. Ouais. Forza Ouais, Horizon. ok. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, petit aparté, rien à voir avec la Ligue des Champions, mais que le match du samedi 21h de notre très cher Ligue 1 est déplacé à 13h le samedi. Ça, c'est encore une chic idée pondue de je ne sais pas où, mais franchement, un samedi à 13h, les mecs. Bah, en même temps, les clubs Bah. amateurs jouent plus au foot. Samedi à 13h, ouais, mais bon, c'est l'apéro, quoi, hein. T'es confiné parce qu'il y a couvre-feu, t'as envie d'avoir ton petit match de Ligue 1 du samedi soir. Et là, tu l'auras, c'est malheureux. C'est la Ligue 1. C'est la Ligue Ça. 1. Après, je pense que vu le panel de matchs, si tu es supporter d'une équipe,
quoi qu'il arrive, tu peux la voir sur le week-end, quoi. Parce qu'elle est retransmise et elle est sur un créneau généralement que si tu peux, bah, tu peux te rendre disponible, quoi. Mais le samedi soir, bah, je sais pas vous, mais moi, ça faisait partie des créneaux où justement j'étais le moins disponible. Ça dépend si effectivement enfin, fais pas une soirée entre copains, à regarder le foot. Moi, franchement, le multiplex du samedi soir, il me manque clairement. Ouais, mais Tiex, t'as 75 ans aussi, qu'est-ce qu'on y peut, nous? Je tiens quand même à te rappeler que dans les circonstances actuelles, les soirées avec les copains sont pas forcément autorisées. Bah, en visio, Jérémy. Ah, pardon. Ouais. Bon, Non, bah, et ça puis, roule, mec. ouais. Bon, on clôture la partie foot pro? Allez. Ouais. Allez, donc parmi tous les petits jeux qu'on vous avait proposés sur l'épisode 1, donc à savoir le Give Me Five, le Tu préfères et tout ça, donc là pour les émissions qui vont suivre, on va en sélectionner que un seul en fonction de l'actualité. Donc là, on va enchaîner avec le Give Me Five. Les Give Me Five, les gars, je récapitule comment ça se déroule. Vous participez à un tournoi de Five, donc un tournoi avec 5 joueurs. Vous devez constituer une équipe de 4 joueurs plus un gardien, un super sub et un coach. On a traité les sujets dans le foot pro, notamment la Ligue des Champions. Donc là, le Five que vous allez devoir composer, c'est de composer une équipe avec les équipes restantes qualifiées pour les huitièmes de finale. Vous allez pouvoir sélectionner qu'un seul joueur par équipe. Après, le coach, vous prenez qui vous voulez. Donc, vous m'expliquez votre équipe, votre organisation sur le terrain. Voilà, si simple que ça. Ça roule. Qui commence? Vas-y, check. Alors, pour commencer, je vais donner mon coach. Je vais changer un petit peu. Je mets Pochettino. Alors, tout simplement parce que j'ai envie de voir ce qu'il peut donner en tant que coach, ses idées et voir ce qu'il peut mettre en place. Du coup, il va nous mettre en place un petit système avec donc un gardien, une pointe basse, deux milieux de terrain et un attaquant. Dans les buts, Oblak, gardien. On peut pas dire sous-coté, mais très très bon dans une équipe qui fonctionne très bien actuellement. Je savais pas qu'il était si jeune, lui, au Black. Pourquoi il a quel âge? Bah, je pense qu'il a moins de 25 ans, je pense, un truc comme ça. Impossible. Qu'est-ce que tu me racontes? 28 ans. Tu C'est vois, jeune. bah, presque ça. Ouais, presque. Merci. J'avais vu l'info il y a 3 ans. Donc voilà, très bon gardien qui a, je pense, plus grand chose à prouver à part gagner des. Derrière, je mets Kipembe. Kipembe très costaud cette année. Je pense que ses dernières sorties en Ligue des Champions ont montré que c'était un des tout meilleurs défenseurs du monde. Au milieu de terrain, je vais peut-être surprendre. Je vais mettre un joueur de Manchester City. Phil Foden, parce il faut quand même l'admettre que sur ces derniers matchs aussi, il a énormément progressé et il devient de plus en plus décisif. Pour l'accompagner, j'ai mis Kimmich du Bayern, donc Trop fort, Kimmich. très très bon joueur, énorme volume de jeu, très très bon techniquement, qui cherche toujours la bonne passe vers l'avant. Voilà pourquoi je le mets au milieu de terrain. Et pour alimenter qui? Mon numéro 9, le numéro 9 de Dortmund, Haaland. Donc effectivement, c'est pas forcément l'équipe qui marche le mieux en ce moment, mais malgré que son équipe ne fonctionne pas comme sur des roulettes, ben, il continue à enfiler les buts comme des perles. Et donc voilà pourquoi je le. La jeunesse au pouvoir, quoi. Ça. Et ensuite, en super sub, ben, je vais vieillir un peu mon effectif et je vais mettre Suarez. Pardonna. Ah, Suarez. Voilà, Pichichi de la Liga à rajouter. Nickel, Jax. Bah, c'est un beau 5. C'est un beau 5. Bien équilibré. Bien Toujours équilibré. Hein? Je dis toujours l'équilibre. Ah, il faut. Hein. L'équilibre, c'est plus important. Hein. Vas-y, God, en parlant d'équilibre. Équilibre entre le Alors, pec droit et le pec gauche. moi, personnellement, étant donné que je conçois le football comme du spectacle et comme j'ai toujours le ballon, voilà, ça va être du football offensif à gogo. Donc, en termes de coach, on va prendre un mec qui sait faire évoluer ses joueurs au niveau professionnel et au niveau international. J'ai nommé le très grand, le sublissime Pep Guardiola. Voilà. Donc, coach avec Bielsa et très peu de coachs qui arrivent à faire progresser les joueurs à ce niveau-là. Un cerveau du foot, quoi qu'on en dise, quoi qu'on le critique, c'est un mec qui régale. Ensuite, en gardien, Neuer, voilà.
On va prendre un gardien qui sait jouer au pied, puisque forcément dans mon équipe il faut avoir le ballon. Donc si le gardien ne sait pas jouer avec ses pieds, c'est compliqué. Il est jeune, je crois, Neuer. Je crois il a moins de 25 ans. Je dirais même À presque quelques 18 années ans. près. Si je dis pas de conneries. Ensuite, derrière dans l'axe, même s'il est blessé, mais j'ai pris Van Dijk, voilà, un patron, un mec pour gagner les duels et un mec qui sait servir de ses pieds aussi, accessoirement. Ensuite, sur la gauche, la puce, la pulga, le dénommé Lionel Messi. Voilà, parce que voilà, je suis désolé, hein, c'est le meilleur actuellement, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Le mec, dès qu'il a le ballon, c'est un viol, voilà. Enfin, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Ensuite, sur la droite, on va parler, bon, je suis pas trop fan du joueur en lui-même, mais en soi, ça reste quand même un putain de talent. Neymar, quand il est en forme, c'est un mec qui est aussi intenable sur son couloir. Je pense que il peut faire vraiment très mal, mais je pense que c'est plus dans sa tête qu'autre chose où ça prêche. Faire attention, il y a l'anniversaire de sa sœur qui approche. Ouais, et puis voilà, et puis la gastro, on sait tous que c'est compliqué pour lui, le lendemain Surtout le d'anniversaire. lendemain d'anniversaire, ouais, on la voilà. connaît tous, celle. Ouais, enfin, bon, bref. En tout cas, je mets Neymar sur mon côté droit. Pour En l'instant, tu numéro fais 9, top 5 ballons d'or, quoi. En numéro 9, je mets Cristiano Ronaldo, même si je suis pas du tout fan du joueur, c'est quand même une machine à but. Alors s'il y a des mecs comme Neymar et Messi qui lui donnent des ballons, je pense que ça peut finir avec beaucoup de buts devant. Et en super sub, je mets Luis Suarez, parce que voilà, c'est un attaquant. Et moi, mon équipe, elle vous marche dessus. Si vous n'êtes pas content, on met ça sur la play, il n'y a pas de... Un jour, on fera un match retransmis en direct sur l'apéro foot à la play. D'accord? On fera un match Volta si tu veux. C'est le mode 5 contre 5. Prépare-toi à te faire fister, mec. Ah ouais. Merci pour ton équipe, God. Ouais, donc une équipe top 5 ballon d'or, quoi. Pas réellement de surprise, mais les plus forts à chaque poste, limite. Ouais. Vas-y, Ben. Moi en gardien, j'ai pris le papy de la Juve, j'ai pris Buffon en gardien. Parce que je pense que dans une cage de five, ça peut être très très costaud. Après, j'ai pas pris de défenseur, moi j'ai pris plutôt deux milieux. J'ai pris Kanté de Chelsea et j'ai pris De Jong du Barça. Je pense que la paire à deux, ça peut vraiment le faire. Et après deux devant, j'ai pris Suarez devant avec Lewandowski. Je pense que eux deux, c'est des bonnes machines à but. Dans un five, ça peut vraiment faire des dégâts. Et en super sub, j'ai pris Messi parce qu'il est un peu sur la fin, quoi. Donc du coup, il rentre un petit peu, il met un but, il ressort, et puis il rentre après, il remet un but, et puis il ressort, et puis voilà. Et en coach, j'ai pris Klopp parce que j'aime bien ce qu'il fait. J'avais hésité avec Guardiola aussi, mais j'ai préféré mettre Klopp parce que je pense que ce qu'il fait à Liverpool, c'est sympa, et je pense que pour un 5, ça peut être un bon coach, ouais. Je tiens quand même à souligner que Ben, c'est la Dutch Qualität sur beaucoup de choses. On sent qu'il aime la rigueur allemande. Le mec, il a pris les Allemands de chaque équipe de Ligue des Champions et il essaie de le mettre dedans, quoi. Bah non, il y a même pas un seul Allemand, à part l'entraîneur. Et encore, mais non, en fait, le Bayern, j'ai pris juste Lewandowski, c'est tout. Bah, en même temps, tu pourrais en prendre qu'un seul. Bah ouais, voilà, c'est pour ça. Ok, merci Ben. En tout cas, belle équipe. Belle équipe. Mon équipe. J'ai une question, les gars. Est-ce que je peux mettre le coach sur le terrain en tant que joueur ou pas? Absolument pas. Merde. Bon, bah, c'est pas grave. Je le mets comme coach quand même. Mon coach Zizou. Voilà. Sinon, je pourrais en parler à chaque émission, mais je mets Zizou en coach. Dans les buts, Neuer. Je vais pas revenir dessus, machine de guerre. Je vais jouer à deux défensifs. Premier, Kanté. Personne ne l'a mis, mais moi je le mets parce que énorme le mec. D'ailleurs, il le met remplaçant en ce moment. Tourelle. Je sais pas s'il y a un problème avec, mais t'as Kanté en ton effectif, tu le mets pas sur le banc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je mets Kanté. À côté de lui, je mets Thiago Alcantara. Alors j'avais un avis plutôt négatif sur lui au début, mais au final, au plus je le vois jouer, au plus je le trouve fort ce mec. Qualité de passe incroyable. Techniquement, ses premières touches de balle, c'est énorme. Donc très très fort. Et après, offensivement, je mets un facteur X, je mets Sancho. Alors certes, il fait une saison un peu compliquée cette année, mais je pense que dans un 5, ça doit être c'est un peu le même délire que le Neymar, c'est le étoile geste technique à FIFA, quoi. Donc Sancho en meneur de jeu et devant Luis Suarez. Voilà, pas réellement de nouveauté, mais un mec qui claque des buts qui est complet, quoi. Qui est complet. Avec un état d'esprit que j'aime bien sur le terrain, un mec avec de la grinta, quoi. Et sur le banc, je mets un homme à tout faire pour avoir aussi une petite touche madrilène. Je mets Modric. Alors, il traverse une saison un peu compliquée, mais dans les gros rendez-vous, le mec, il est là. Il est ultra complet. Donc, Luka Modric
en super sub. Donc voilà mon 5. Donc n'hésitez pas les mecs qui nous suivent là sur l'apéro foot à commenter vos 5 en fonction du thème actuel. D'ailleurs j'en profite pour ceux qui nous ont écoutés sur le premier. Merci les gars, hein. Merci parce que ça fait Merci. plaisir et ça nous a motivé à en faire un deuxième et à encore en faire d'autres. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des points à améliorer. Donc nous c'est pas notre métier, on n'est pas des professionnels. On fait ça via une webcam et sur un logiciel entre guillemets bidon. Et puis on n'a pas forcément de micro pro, on est avec des casques ou avec des écouteurs, donc forcément on fait que avec les moyens du bord. Mais en tout cas, merci à vous parce que ça nous fait plaisir de le faire et puis ça nous fait plaisir de recevoir des critiques positives. Et n'hésitez pas, des petits partages, des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur YouTube, sur Instagram, on va essayer de faire une petite page Twitter et on va voir ce qu'on peut faire. Exactement. Et puis si un jour ça vous intéresse d'être avec nous, donc on vous a dit qu'il allait y avoir des invités. D'ailleurs très très prochainement on aura un invité. Donc la semaine prochaine ou dans les semaines qui vont suivre, on aura un invité avec nous. Donc vous découvrirez ce que ça donne une émission avec un invité. Et puis si ça vous intéresse et que vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à nous en témoigner. On sera plaisir de vous accueillir. Bon, en tout cas, merci les gars, merci Ben, merci Tiex, merci God. Ouais, merci à tous les gars. Merci God. On vous souhaite une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous prochainement pour le 3e épisode. Ouais. Un prochain épisode. Ouais, tchuss. Ciao tout le monde. Salut les mecs. Allez, ciao!